Franck Ferrand, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à Europe 1 pour la seconde fois d'ailleurs. On a vraiment de la chance. C'est notre rendez-vous annuel. Voilà, on va faire un peu un point si vous voulez bien. Déjà sur votre carrière, qu'est-ce qu'il y a comme changement? L'émission de télé devient mensuelle tous les premiers lundis du mois, donc ça c'est un énorme travail et en même temps une grande satisfaction. Ben oui, j'imagine. Parce qu'on a les moyens d'aller faire de l'investigation, on a 22 semaines de recherche sur chaque sujet. Ah oui, ça laisse du temps. Ouais, ça c'est extraordinaire. Donc l'ombre d'un doute. L'ombre d'un doute sur France 3. Sur France 3. Ici à Europe 1, l'émission continue tous les jours de 14 à 15 et puis il y a un nouveau rendez-vous à 6h25 dans la matinale de Thomas Soto. Vous aviez un petit creux le matin à l'aube, ouais, là, et voilà. Il me restait que ça. Et donc, voilà. c'est rigolo. Alors, c'est quoi le principe de cette émission C'est l'éphéméride du jour, en fait. C'est la date du jour, à travers un événement historique, bien entendu. Et puis, donc, ce nouveau livre. Et puis, la sortie de ce magnifique livre, François Ier. Et donc, c'est une biographie. C'est un essai biographique. Un essai biographique, ça veut dire quoi, alors? J'ai pris les grands événements du règne de François Ier et j'ai essayé de démontrer que François Ier n'était pas le grand et le bon roi que l'on pense. J'ai fait en quelque sorte un réquisitoire. C'est un réquisitoire qui s'assume comme tel, c'est le travail d'un procureur pour démontrer qu'on a de ce roi une fausse image. On présente François Ier comme le grand roi de la Renaissance, comme un personnage qui est le père des lettres, le restaurateur des arts, l'inventeur de toutes sortes de choses. Celui qui a fait venir Léonard de Vinci, etc. par exemple. Eh bien, je démontre que tout ça est faux. C'est pas lui qui a fait venir Léonard, c'est sa mère, Louise de Savoie. Il n'était pas du tout le père des lettres, au contraire, il a instauré la censure, il a interdit l'imprimerie. Pour ce qui est du restaurateur des arts, il y aurait beaucoup à dire. Et alors surtout, c'était un mauvais père, un mauvais mari, un mauvais frère, un très très mauvais fils. Et puis c'était, disons-le, un administrateur absolument insignifiant, un très mauvais chef de guerre, puisqu'il a quand même perdu l'une des pire défaite de l'histoire de France, la défaite de Pavie, et que ça n'est arrivé que 3 fois en tout dans l'histoire de France, il a été capturé par les ennemis. Mais oui, c'est complètement incroyable, il a été pris en otage. Oh, c'est même pas en otage, il a été fait prisonnier. Oui, il a été fait prisonnier par Charles Quint. Il était dans une prison terrible, le donjon de Los Louranes à Madrid. Oui. Il a failli mourir d'ailleurs à 2 reprises, et il va pour sortir de là signer un traité. Alors là, c'est horrible. Ah, c'est inouï. Un traité qui s'appelle le traité de Madrid, qu'il ne respectera pas du tout. Et au moment où il le signe, il dit à ceux qui sont autour de lui, je signe ce traité, mais je n'ai pas l'intention de le respecter. Ça aussi, c'est un cas unique dans l'histoire de France, quand même. Au moins, il avait le mérite d'être franc. Ah oui, ça, voilà, c'est ça. Il est d'un culot, moi, je dirais, absolument inouï. Incroyable, et puis surtout, il laisse en otage, ça qui est horrible, contre son départ, ses 2 fils aînés, donc François et Henri, qui vont passer 4 ans en prison. Très jeunes, ils ont 7 et 8 ans. Ben, c'est ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils vont être vraiment... au départ, ils sont otages d'État, donc ils arrivent avec 60 serviteurs, etc. Oui. Mais très vite, ça va se transformer en véritable prison, puisque leur père, sitôt rentré en France, relance la guerre contre l'empereur. Ah oui, d'accord. Comme si ses enfants n'étaient pas en otage. Comme s'ils n'allaient pas pâtir de ses actes. C'est donc vraiment... ils s'en fichent complètement. Je crois que c'est quelqu'un qui s'est toujours moqué de tout et de tous. Il n'avait qu'un seul intérêt, c'était lui-même, en fait, et il l'a démontré constamment dans son règne. Il est obsédé par son propre intérêt, par ses propres plaisirs. C'est quelqu'un qui a été très mal élevé, disons-le. Eh bien oui, donc par sa mère, la fameuse Louise, qui en fait, vous le dites dans ce livre, l'a complètement adulé. Adulé. Elle l'a porté au nu dès qu'il était au berceau. Voilà, elle lui a fait imaginer qu'il était un demi-dieu. Sa sœur Marguerite... Même chose. N'était pas en reste. Non. Et puis finalement, elle avait très envie, cette Louise, de garder le pouvoir. Mais bien sûr. Donc finalement, elle lui a donné des envies et pas les moyens de les réaliser. Exactement. En fait, donc, elle l'a mis sur un piédestal, elle l'a porté sur le trône, elle a voulu qu'il donne l'image d'un grand et bon roi. Oui, mais c'est tout. Son César triomphant, comme elle disait. Ouais. Mais à côté de ça, effectivement, c'est elle qui garde le pouvoir. Déjà. Et puis surtout, elle l'a très mal formé. Vous savez, quand vous dites à un enfant pendant toute sa vie qu'il est le plus fort, le plus beau, le plus doué, le plus... etc., il finit par le croire. Surtout que la première chose qu'il fait, lui, c'est d'aller mener la guerre derrière les Alpes, à Marignan, et que le hasard, parce que c'est un peu un hasard, mais en tout cas, les circonstances font qu'il gagne la bataille. Ah oui. Alors donc ça lui est monté à la tête. Il s'est dit, alors donc c'est vrai, je suis vraiment le plus fort. On a vu que les 31 ans qui ont suivi n'allaient pas lui donner raison. Oui, et alors à décharge, peut-être, il a
Il a un comportement d'enfant, je trouve. D'enfant gâté. D'enfant gâté, complètement immature. Il n'a jamais connu le principe de frustration, finalement. Ça, voilà. Et puis, donc, tout lui est dû. Ah, je regrette de ne pas avoir... D'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que si un jour je réédite le livre, je rajouterai ce détail. Je crois que c'est vrai. Sur un plan psychologique, il n'a pas connu le principe de frustration, précisément. Il est dans le principe de plaisir. C'est ça. On ruine, on saigne les Français à blanc pour organiser la plus grande réception jamais faite dans toute l'histoire de France. Un camp du drap d'or qui est une chose extraordinaire. Il fait venir le roi d'Angleterre, on le couvre de cadeaux, de grâces, etc. Et tout ce qu'il trouve à faire, ces deux gamins, il faut dire qu'ils ont la vingtaine. Deux grands ados. Ils vont se mettre à lutter ensemble. À main nue entre rois. Et l'autre le colle au sol. Comme dirait l'autre. Et l'autre lui fait un croche-patte. C'est terrible. Donc l'humilie chez lui. C'est quand même pas très intelligent de la part de François Ier. Non, c'est pas intelligent, mais c'est un gamin de 5 ans qui joue. Exactement. Et alors justement, c'est pas hasard que votre livre sorte là pour début 2015. Enfin, il est sorti. C'est le 5e centenaire. Déjà. Alors on s'attend à tout. Avec ce 5e centenaire. Ça y est déjà, les livres commencent à pleuvoir. Il y a des livres, il y a des articles, il y a un numéro spécial là, d'Historia, etc. Puisque, évidemment, 1515-2015, le 5e centenaire de l'avènement du roi et 5e centenaire de son sacre, le 25 janvier, et le 5e centenaire de Marignan, le 13 septembre. Oui. Donc ça fait beaucoup d'anniversaires. Un demi-millénaire pour célébrer celui qui passe pour un des grands rois de l'histoire de France. Il fallait que dans ce concert de louanges, il y ait en quelque sorte un petit grain de sel qui... Un petit son détonnant, c'est le mien. J'ai écrit un petit livre, c'est un essai. Mais le but est de démontrer que ce qu'on nous dit sur François Ier n'est pas la vérité et que ce roi était, je l'ai baptisé ainsi, un roi de chimère. Voilà, un roi de chimère. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par chimère ? Un roi de rêve, d'irréalisme. Voilà, qui n'est pas dans le principe de réalité. Non, qui a vécu dans ses rêves d'enfance toute sa vie. Exactement. Et puis, le pauvre, il meurt seul. Finalement, il n'a pas aimé grand monde, mais il n'a pas été très aimé non plus. Ça, c'est intéressant parce que, vous savez qu'en 1519, Charles Quint est élu sur le trône du Saint-Empire romain germanique. Donc, ça va être, bien sûr, pour François Ier, un terrible désastre, ça, puisque lui voulait être élu empereur. Et c'est finalement son concurrent, le roi d'Espagne, qui devient l'empereur, Charles Quint. Et à partir de là, ça devient son ennemi pour la vie. Pour la vie, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons, nous, en France, et c'est ce qu'on nous apprend dans les manuels, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, nous avons l'image d'un roi François Ier, tout de lumière, de réussite et de grandeur, et d'un empereur Charles Quint qui était une sorte de petit personnage malingre, ridicule, rabougri et sec et déplaisant. Et si vous regardez la réalité, je regrette, mais c'est le contraire. Celui qui trahit tout le monde, celui qui ne tient pas sa parole, celui qui emmène constamment son royaume dans le mur, c'est François Ier, et celui qui a une grande et belle vision noble, qui poursuit son dessein, c'est Charles Quint. Et effectivement, vous avez raison de souligner l'aspect essentiel de leur mort respective. Vous avez d'un côté François Ier qui meurt, d'abord, dans des souffrances atroces. Il avait un cancer des testicules, ça faisait 2 ans qu'il ne pouvait plus s'asseoir, c'était absolument atroce. Bien sûr, cette maladie est gênante, elle est horrible, et donc on ne se presse pas à son chevet, inutile de vous dire. Et puis, alors sa sœur est au couvent, sa mère est morte depuis longtemps, sa femme déjà, est morte. Alors la première femme est morte et la deuxième ne veut plus lui parler. Quant à sa propre maîtresse, elle n'est obsédée que par une chose, c'est qu'est-ce qu'elle va devenir, la suite. Bon. Donc il est seul sur ce lit de douleur et il meurt dans des circonstances. Et son fils, son propre fils, est devenu son ennemi, vous imaginez ? Oui, mais alors c'est assez bizarre parce qu'il meurt assez content de lui finalement. Oui, il dit je n'ai pas de remords. Je m'en contente, dit-il. Oui, voilà. Bon, tant mieux pour lui. Oui, c'est ce qu'on dit. Ça, j'ai envie de dire, ça c'est la communication. C'était les paroles pour la postérité. La réalité, c'est qu'il n'aimait pas ce fils, qu'il ne l'avait jamais aimé, qu'il lui avait fait toutes les crasses possibles pendant son existence et qu'il ne va lui laisser un royaume qu'en très mauvais état. Le début du règne d'Henri II est une chose terrible. Et puis, à côté de ça, vous avez Charles Quint, qui lui a mené tous ses desseins. Il n'a pas réussi à instaurer la chrétienté universelle, c'était son but. Mais ça, c'était peut-être un peu trop ambitieux. Mais en tout cas, il abdique ses couronnes. Il donne la couronne de l'Empire à son frère, la couronne d'Espagne à son fils. Et lui, il se retire dans un très beau monastère verdoyant, en Estramadure, où il va finir ses jours en paix, au milieu de sa famille, au milieu de sa collection de pendules. C'est formidable, non ? Oui, il collectionnait les pendules. À l'époque, c'était tout nouveau. Et dites-moi, tout ce qui a été haï dans la monarchie, finalement, c'est lui qui l'a fait perdurer, même à la limite
instauré ou réinstauré. Je pense à ces immondes et atroces supplices, la roue et l'écartèlement. En fait, François Ier a, d'une manière générale, établi l'absolutisme en France. Et ben voilà. Alors on peut dire que c'est une bonne chose, c'est ce que dit Max Gallo par exemple dans son livre. Il dit le début de l'État moderne, le début de la monarchie absolue, c'est François Ier. Bah oui, mais enfin, bon. Enfin, la monarchie absolue, quand on regarde dans le détail, ce ne sont pas que des bonnes choses, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est notamment cette confusion entre les finances royales et les finances publiques. C'est la mainmise sur tous les bénéfices ecclésiastiques, c'est très important. Ça représente 150 archevêchés et évêchés en France et 500 monastères dont les revenus reviennent directement au roi. C'est ce qu'on appelle la vénalité des offices, c'est-à-dire qu'on va se mettre à vendre les charges dans la fonction publique. C'est tout ce qui concerne, et alors là c'est terrible, la justice retenue du roi, avec la justice que le roi rend lui-même. Ah oui. Et pour ce qui est de la justice royale, une justice qui devient d'une dureté et même d'une violence, effectivement, avec ces grands supplices qui sont ressortis du fond des âges. Voilà. Tout ce qu'on va... Et puis l'instauration de la cour, cette cour gigantesque, absurde, avec cette étiquette qui ne veut rien dire. Voilà. Et puis toutes ces maîtresses royales. C'est la première fois qu'on a des maîtresses officielles dans l'histoire de France. Bref, tout ce qu'on reprochera plus tard à Louis XIV, à Louis XV et accessoirement à Louis XVI, tout ce qui va amener la Révolution française, c'est né sous François Ier, et pire que ça, c'est en grande partie François Ier qui l'a mise en place. Et après ça, on nous dit c'est un grand roi. Ben, moi, je tenais à dire que non, c'est peut-être pas un si grand roi. Voilà, on est bien d'accord. Vous allez nous le dire et le redire prochainement à Versailles, parce que vous allez être présent au fameux salon Histoire de lire. Exactement. Et c'est vrai qu'au salon de Versailles, vous avez tous les auteurs, enfin tous, quasiment tous les auteurs d'histoire qui sont là. Voilà. C'est un peu une fête pour nous tous, il faut bien le dire. Oui. C'est un rendez-vous que moi je vois revenir tous les ans. Vous êtes fidèle, vous avez votre public d'ailleurs. J'allais dire, j'ai mon rond de serviette là-bas. Voilà, vous avez votre rond de serviette, 22-23 novembre, on va le dire, à la mairie, à l'hôtel de ville à Versailles. Alors il y aura vous savez comme toujours, des conférences, etc. Des débats, donc moi je vais animer un certain nombre de débats. Et puis je parlerai aussi de François Ier, bien entendu. Et est-ce que vous craignez des détracteurs, des amis de François Ier ? Est-ce que ça existe déjà ? Oui, sans doute. Ils vont apparaître peut-être ? Oui, il suffit de lire encore une fois le livre de Max Gallo. Oui, lui fait partie des amis de François Ier. Il tresse des couronnes à François Ier. Il nous dit que c'est le grand roi de l'histoire de France. Bon. C'est un autre point de vue, disons, à partir des mêmes événements. Vous avez essayé de rester factuel. Il est factuel aussi. Il n'interprète pas les événements sous le même jour. C'est d'ailleurs intéressant de voir ça. Il nous montre ce qu'il y a eu de beau et de bon dans François Ier, parce qu'il y avait aussi de bonnes choses. Sans sûrement. Doute. On va rester sur cette parole positive, Franck. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo pour ce livre passionnant. Et à très vite. À très bientôt. Merci. Au revoir, Franck.